cet ordinateur. Tu peux y aller. On va pouvoir commencer, hein, ça y est. Quelques petits mots d'introduction. Bon, c'est un peu un horaire particulier, mais je vois qu'il y a des gens qui participent, donc c'est déjà bien. Puis ça va être après mis envoyé au réseau d'alternatives communistes, donc ça va être bénéfique pour tout le monde. Voilà. Alors les entretiens d'AC, on en a fait un certain nombre là. Parce qu'on pense que tout combat politique de transformation sociale ne peut se faire à l'aveugle et a besoin d'améliorer sa réflexion théorique et ses connaissances. Et donc c'est pour ça qu'on remercie Kaela Gillespie d'avoir accepté notre invitation. Merci. Elle est donc philosophe normalienne, agrégée de philosophie et docteur en philo. Et c'est cette formation, c'est à partir de sa thèse d'ailleurs ont été produits deux livres par Kaela Gillespie. Un en 2024 qui est la manufacture de l'homme apolitique, voilà, que j'ai là aux éditions, oui, c'est ça, aux éditions Le Bord de l'eau. C'est un très beau nom poétique pour une maison d'édition. Et puis en 2025, le pan-libéralisme, toujours au bord de l'eau. Et en plus, c'est pas cher, c'est 12 euros. Euh, pour ceux qui débordent des livres, c'est toujours intéressant. Et là où, avec le pan-libéralisme, apparaît un nouveau concept qui est une tentative de réflexion théorique sur les nouvelles formes de l'autoritarisme néolibéral. Parce qu'effectivement, ce qui nous a intéressé en invitant Kaela Gillespie, c'est qu'elle nous explique en gros, et bien sûr, il y a de l'extrême droite, il y a toute cette idéologie-là, mais peut-être le concept de fascisme, il faut le dépasser. Et c'est justement, je vais lui passer la parole, hein, elle va mieux nous expliquer, disons, pourquoi il y a des aspects nouveaux dans le totalitarisme ou l'autoritarisme actuel du capitalisme. D'ailleurs, dans le dernier bouquin qu'elle a écrit là sur le panlibéralisme, à un moment donné, il y a un chapitre où elle pose la question qui est d'actualité parce que le bouquin a été écrit il y a plus d'un an. Eh bien, quelles vont être les guerres de ce nouveau capitalisme? Et on est en plein dedans avec ce qui est en train de se passer en Iran. Donc, c'est à la fois un bouquin très théorique de fond, mais qui nous donne des outils pour comprendre ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde. Voilà, donc je vais lui passer la parole pour 30 minutes à peu près. Et puis, Kaela Gillespie répondra à nos questions. Voilà, à toi. Merci beaucoup. Merci à vous tous de m'accueillir. Et ça, c'est important pour moi de savoir que j'ai des lecteurs éclairés, des militants engagés comme lecteurs. Ça m'importe beaucoup. Donc merci. Alors, le point de départ pour moi, c'est ce qui a lieu dans les médias à l'heure actuelle, où on ne cesse de dire que nous sommes entrés dans une crise du néolibéralisme. Et donc, le grand récit médiatique se tisse ainsi. En fait, les peuples se détourneraient du libéralisme pour se perdre dans des populismes illibéraux et voter pour les extrêmes. Mais à mon avis, la phase dans laquelle on rentre, c'est pas du tout un illibéralisme, c'est-à-dire une négation, un envers du néolibéralisme. Ce que nous vivons, et c'est la raison pour laquelle j'ai essayé de forger ce néologisme, c'est un pan-libéralisme. Donc le préfixe pan en grec signifie tout. Et donc en fait, à mon sens, on est en train d'entrer dans un tout-libéralisme, un néolibéralisme qui est poussé à sa pointe la plus extrême, donc une espèce d'extrémisme libéral. C'est important pourquoi? Parce que le concept d'illibéralisme suggère une espèce d'irrationalité des masses, une incapacité populaire à faire preuve de raison, à voir avec clarté les bienfaits qu'apporterait la mondialisation, par exemple, alors que le concept de pan-libéralisme que j'essaie de forger oblige à penser que la violence politique qu'on a sous les yeux, elle est inhérente au projet néolibéral. Et donc, ce que je démontre, c'est que les 5 dernières années, pardon, les 5 dernières décennies de néolibéralisme conduisent logiquement à un régime politique où des alliances
se tisse entre ce que j'appelle le nouveau monde de l'entreprise et puis des autocrates issus des urnes. Donc c'est plus complexe, comme Fabien l'a dit, c'est pas simplement une montée en puissance de l'extrême droite, c'est quelque chose de plus compliqué qui est en train de se passer à mon avis. Puisque cette alliance, qui est une alliance objective, elle va se tisser entre, d'un côté, le nouveau monde de l'entreprise, c'est-à-dire un monde qui est fait de grands groupes transnationaux, qui comprend aujourd'hui, avant toute chose, les industries numériques, les big tech, les compagnies pétrolières et gazières, l'industrie de l'armement, les transports maritimes et aériens, euh, et puis l'exploitation de l'eau, les industries pharmaceutiques, etc. Et tout ce petit monde, il est en train de se restructurer au moyen de l'IA, en un complexe militaro-industriel cohérent. Donc on a ça, c'est le premier pôle de l'Alliance, et le deuxième pôle de l'Alliance, la deuxième partie contractante, ce sont les dix hommes forts, hein, les hommes forts qui sont issus de l'extrême droite libertarienne, comme Trump ou Javier Milei, ou qui sont issus de l'extrême droite plus classique, celle qui est plus proche de ce qu'on a connu au XXe siècle, comme Viktor Orban. Et ce qui m'intéresse, c'est que la montée en puissance, la montée au pouvoir, pardon, des autocrates, elle peut être simplement tolérée par le nouveau monde de l'entreprise, auquel cas donc le monde de l'entreprise va composer avec, tant bien que mal avec l'extrême droite, mais elle peut aussi être encouragée et elle peut aussi être financée. Comme l'ont montré les liens entre Musk et Trump, par exemple, aux États-Unis, qui doivent nous servir de paradigme, en fait. Euh, une alliance objective, c'est une expression qui vient de l'art militaire. Ça signifie que l'alliance ne requiert aucune amitié politique, aucune filia entre les partis. Ça repose simplement sur l'intérêt que chaque parti a à se servir de l'autre. Ça ne suppose même pas un but commun en réalité. Euh, alors, cette alliance, elle est en train de se tisser très profondément, même si Musk est parti, hein. Musk, à l'heure actuelle, il est remplacé par Peter Thiel et puis tout ce qui gravite autour, ce qu'on appelle le Thielverse. Trump, du jour au lendemain, il peut être remplacé par J.D. Vance, Pete Hegseth, Marco Rubio ou d'autres, hein, il y en a plein derrière. Ce qui veut dire que c'est ça qu'il faut arriver à penser, je crois. Euh, les personnages qui incarnent l'alliance changent et continueront à changer. En revanche, l'alliance, elle reste et elle commence à essaimer à travers le monde. Alors, il est permis de penser, malheureusement, que le nouveau monde de l'entreprise pourrait composer avec l'extrême droite si celle-ci prenait le pouvoir en France en 2027. Et on a des indices de cela. On a des indices quand Bernard Arnault rentre tout sourire de la cérémonie d'investiture de Donald Trump en janvier 25 et devant les caméras à LVMH, il dit il faudrait parvenir à slasher un peu la bureaucratie, slasher un peu l'administration française. On en a un autre indice lorsque Rodolphe Saadé, qui est donc à la tête des transports maritimes CMA-CGM, donc c'est la troisième puissance mondiale hein, des transports maritimes, on le voit dans le bureau ovale derrière Donald Trump comme un petit garçon au rendez-vous. Et il vient de signer un contrat de 20 milliards de dollars pour les États-Unis. Et il rentre en France en disant c'est une expérience extraordinaire, hein, c'était absolument merveilleux. Donc on a également, et c'est plus inquiétant encore, je crois, euh, une espèce d'entreprise de séduction qui est lancée par Bardella, qui se présente dans ses deux derniers livres comme un bon placement pour le monde de l'entreprise parce qu'il va sécuriser les investissements et lui, il incarne la stabilité politique, hein. Donc il se présente comme un bon placement pour un monde de l'entreprise qui craint avant toute chose l'instabilité politique et qui craint par-dessus tout ce qu'il nomme l'interventionnisme de gauche. Alors, et ce sera mon deuxième point,
l'intérêt que le nouveau monde de l'entreprise peut avoir à faire alliance avec les autocrates. Il peut être compris assez simplement, en réalité. Il s'agit d'utiliser la puissance des États et très spécifiquement la puissance législatrice des États. Aujourd'hui, une loi d'un nouveau type émerge. C'est une loi qui ne sert plus à réguler, mais au contraire à imposer une déréglementation. C'est une loi qui est mise au service du nouveau monde de l'entreprise et la puissance de l'État, en fait, est mise au service du monde de l'entreprise. L'État, de plus en plus, il est sommé de privatiser tout ce qui peut l'être et de faire des lois qui autorisent ces privatisations. L'État est sommé de lucratiser, ce sont les mots employés par les maîtres du dogme, hein, lucratiser tout ce qui peut être rentable. Et au premier titre de ces choses rentables, on trouve les services publics, bien sûr. Donc l'État va être sommé de lucratiser l'énergie, les transports, la santé, la formation, l'éducation supérieure. En revanche, on exige de l'État qu'il garde à sa charge des activités non rentables ou structurellement déficitaires, comme l'hôpital hein, ou l'école, ce qui va vider les caisses de l'État, augmenter la dette publique. Et puis, à ce moment-là, au nom de la lutte contre la dette, on va imposer d'autres restrictions budgétaires et d'autres privatisations. Et c'est donc un cercle sans fin qui finit par démanteler pan par pan l'État. Donc, je crois qu'on se rapproche progressivement de ce qui fut imaginé par certains auteurs, donc c'est plutôt des idéologues que des philosophes, mais des auteurs des années 1970-1980 aux États-Unis, qui parlaient d'anarcho-capitalisme ou de minarchisme. C'est un tout petit peu différent, mais on va dans le même sens. On va vers un marché sans arché, un marché anarchiste, sans arché, c'est-à-dire sans principe de commandement. Un capitalisme qui a les mains libres. Et en fait, on n'a pas l'habitude d'identifier ça comme étant un anarchisme parce qu'en fait, c'est un anarchisme de droite. C'est un anarchisme de droite où l'homme est défini comme libre, propriétaire de lui-même, de son corps et de ses biens, libre parce que propriétaire, et pas parce que sa liberté aurait été construite, notamment sur le plan juridique. C'est une liberté naturelle, une liberté pré-politique qui est prônée. Et par conséquent, on va appeler assistana toute tentative de protection juridique et statutaire de l'homme. Par conséquent, les droits sociaux les plus fondamentaux, les plus vitaux, sécurité sociale, retraite, chômage, vont être attaqués systématiquement. Le but qui est proclamé, c'est, je cite, de libérer les forces vives, là encore ce sont les mots du dogme, les forces vives de l'économie, hein, afin de faire émerger ce que le dogme appelle un ordre spontané du marché. Mais en réalité, on le voit à l'heure actuelle, parce qu'on commence à rentrer vraiment dedans, ce qui émerge, ce n'est pas un ordre du marché, ce qui émerge, c'est un grand désordre du marché. C'est effectivement quelque chose comme un anarchisme capitaliste. Alors, ce que devient l'État dans ce cadre, et ce sera mon troisième point, en fait, on le voit aux États-Unis, parce que le processus est beaucoup plus avancé que chez nous, et on voit qu'on va vers une espèce de minarchie, c'est-à-dire un État dont les prérogatives sont minimisées. C'est très contraire à ce qu'on voit médiatiquement, hein, c'est-à-dire les rodomontades de Trump qui brandit l'État comme un outil phallique. Euh, En réalité, il se passe tout autre chose. C'est-à-dire que les prérogatives de l'État sont en train d'être transférées au privé, et même les prérogatives régaliennes, c'est-à-dire les prérogatives essentielles de l'État, sont déléguées. On peut parler d'une espèce de grande délégation de services publics, puisque les fonctions essentielles de l'État, battre monnaie, prélever l'impôt, assurer l'ordre public, sont en train d'être transférés au privé.
On assiste à une pullulation de crypto-monnaies qui fait concurrence aux monnaies nationales. L'assiette de l'impôt, elle est renégociée totalement, ou alors l'impôt est tout bonnement refusé, puisque le nouveau monde de l'entreprise va s'expatrier offshore ou dans les paradis fiscaux. Et puis, enfin, et c'est ce qui est le plus inquiétant, le, le système d'exploitation de données de Peter Thiel, qui s'appelle Palantir, offre donc une nouvelle manière de gérer à la fois les forces de l'ordre et puis l'armée. Et ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est que la sécurité nationale et la sécurité des villes est déléguée à Peter Thiel et à son système d'exploitation de données qui s'appelle donc Palantir Gotha. On le voit très concrètement, hein, l'organisation des forces de l'ordre à New York et à Los Angeles notamment a été dévolue à Palantir Gotha. Et puis l'organisation de l'armée, US Marines et Air Force, ont été dévolues à Peter Thiel, puisque restructurées par Palantir Gotha. Donc, il n'y a plus lieu de penser que l'État serait surdimensionné. C'est pas du tout ce qui est en train de se passer, et c'est la raison pour laquelle brandir des termes comme fascisme, totalitarisme ou fascisme 2.0, etc., c'est à la fois éclairant, intéressant. Bien sûr il y a des concepts qui peuvent aider à penser ce qui est en train de se passer maintenant, des concepts qui viennent du XXe siècle. Impérialisme, totalitarisme, fascisme, bien sûr. Mais il y a aussi autre chose qui se passe. Et cette autre chose qui se passe, il faut parvenir à le penser. Et donc il faut certainement se libérer, je crois, de la tentation de plaquer des concepts du XXe siècle sur ce nouveau stade du capitalisme. Donc, bien sûr qu'il y a prolongement, mais il y a aussi quelque chose d'essentiellement nouveau qui se passe. Alors, cette euh, nouveauté, on peut commencer à la penser lorsque on s'aperçoit que ce dans quoi on entre à l'heure actuelle ressemble véritablement à l'anarcho-capitalisme. L'anarcho-capitalisme détruit l'État, mais plus profondément, détruit les corps politiques. C'est-à-dire que euh, toute organisation politique des peuples est en train de voler en éclats à l'heure actuelle. Et on va vers ce que je décrirai tout à l'heure, hein. C'est un système que certains ont appelé néo-féodal, et ça me paraît intéressant, ou de grands surcorps qui vont s'établir au-dessus des États, euh, redessinent complètement la carte de la souveraineté et privatisent totalement la citoyenneté. Donc ça, on va y revenir, mais disons pour l'instant donc que on est à un stade où l'anarcho-capitalisme fait pression sur les corps politiques et fait voler en éclats, hein, les corps politiques. L'espace public se trouve dépecé, complètement débité en parcelles privées et l'organisation politique est en train de voler en éclats. Donc, dans ce vide qui est en train de se généraliser, le vide qui est laissé par la disparition des corps politiques, commence à émerger ce qu'on peut appeler de nouveaux corps post-politiques, ou plutôt des surcorps post-politiques. Donc ce mot-là, en fait, je l'emprunte à un idéologue actuel qui s'appelle Curtis Yarvin, euh, qui, euh, qui parle de soft corps, de corporations souveraines. Et en fait, donc oui, il se passe quelque chose comme l'émergence de surcorps. En première analyse, ces surcorps, on peut les décrire de manière simple comme de grands blocs capitalistes qui se sont agglomérés quand les lois antitrust ont cessé de pouvoir être appliquées. Et dès lors, émergent des méga-entreprises. Si on utilise le mot américain, ce sont des méga-corporations, et le mot corporation est intéressant. Les méga-corporations qui se sont mises à s'incorporer des États. Non seulement les surcorps mettent la puissance législatrice des États à leur service, songeons par exemple à ce qui se passe lorsque Macron fait des lois sur mesure pour Uber, ou bien lorsque Amazon s'implante, hein, en utilisant, hein, la loi des États.
Donc, des lois sont faites sur mesure par les États pour ces surcorps. Mais plus profondément, les surcorps traversent la frontière des États en les privatisant intégralement. C'est ce qu'on a vu avec le Venezuela ou le Groenland, sur un plan euh, possible dans la tête de Donald Trump. C'était l'incorporation d'un État. Donc, on a affaire à des entreprises qui peuvent être décrites comme des méga-entreprises, des méga-corporations, nouveau régime. Peter Thiel parle sans cesse de nouveau régime et je crois qu'il faut l'entendre. Pourquoi? Parce qu'elles se définissent elles-mêmes comme souveraines. Elles sont gérées comme des entreprises, mais elles se définissent comme souveraines, ces méga-corporations. Alors, ce sera mon quatrième temps. Si on essaye de définir un petit peu plus précisément les surcorps, on voit que ces surcorps sont composés d'abord dans le cyberespace. Il y a un concept qui tourne depuis une vingtaine d'années aux États-Unis, qui est le concept de network state, donc d'État virtuel. Et le concept de network state renvoie donc à l'idée d'un État qui se dessine en pointillé dans le cyberespace, donc de manière déterritorialisée. C'est une ère culturelle, une ère d'influence qui met en œuvre le soft power. Mais c'est aussi une ère technologique. Et les big tech, à l'heure actuelle, sont en train de se déployer comme hard power, à l'instar de la puissance militaire. C'est une puissance anétatique, mais c'est bien du hard power. Donc, ère d'influence culturelle et technologique déterritorialisée au départ. Mais cette ère, elle a vocation à se territorialiser nécessairement. Pourquoi? Parce que tout pouvoir doit prendre corps. Tout pouvoir doit prendre corps, et c'est la raison pour laquelle ils vont s'allier à des États et s'assimiler des États. Donc un surcorps, si on résume un peu cette analyse qui est évidemment imprécise, puisque les surcorps sont seulement en voie de réalisation, donc c'est un avenir mouvant. Si on définit donc un surcorps, ce serait une corporation transnationale qui doit nécessairement s'allier à un moment donné à des puissances étatiques, prendre appui sur la puissance exécutive et législatrice d'un ou de plusieurs États pour s'incarner, pour se territorialiser. Alors, un exemple de ce qu'on peut appeler un surcorps a été donné par Donald Trump en décembre 25, quand il a parlé d'une Pax Silica, donc une paix du silicium, tissée pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement de l'intelligence artificielle américaine. Et donc, au département d'État, Jacob Elberg parle, je cite, d'unir les pays qui accueillent les entreprises les plus avancées au monde afin de libérer le potentiel économique de la nouvelle ère de l'IA. Donc, les États sont rompus à une nouvelle fonction. Les États sont rompus à leur nouvelle tâche, qui est d'intégrer les surcorps. Intégrer les surcorps pour en assurer l'alimentation. Ici, donc, le Japon, la Corée du Nord, les Émirats arabes unis, Singapour, l'Australie, l'Inde et le Royaume-Uni vont entrer dans cette organisation du surcorps. Ils vont être sommés d'organiser l'extraction des ressources en terres rares, l'approvisionnement en énergie, la fabrication des semi-conducteurs, la conception des langages artificiels, de manière à continuer à alimenter l'expansion de l'IA américaine. Donc, ce qui se passe, à mon sens, c'est euh, que se forgent des surcorps métapolitiques par-dessus les frontières anciennes des États-nations. Donc, on a affaire effectivement à une forme d'impérialisme, le concept est éclairant, mais c'est pas un impérialisme étatique. Il s'agit d'assurer l'expansion des surcorps post-étatiques.
post-politique plus profondément. Alors, ce sera mon point 5. Ces surcorps ont en eux, de manière inhérente et nécessaire, la guerre. Ces surcorps sont en soi une promesse de guerre. Pourquoi? Il est clair que pour des gens comme Peter Thiel, qui vient de la Silicon Valley, le principe de puissance réside non pas dans les corps politiques, mais dans les surcorps métapolitiques qui vont s'alimenter des richesses et du pouvoir effectif des big tech. Mais pour réaliser ce nouveau régime, ce que Peter Thiel appelle le nouveau régime, l'alliance avec un chef d'État va être nécessaire parce que il n'y a que l'État qui puisse mettre à la disposition des surcorps sa loi, son territoire national, il faut une terre, et son armée pour en étendre les limites. Nous entrons aujourd'hui dans une ère de raréfaction accélérée des ressources naturelles. Ce qui veut dire que pour alimenter en continu les surcorps, il va falloir aller chercher toutes les ressources naturelles possibles. C'est l'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, qui va au Sénat américain et qui dit au Sénat, qui lui donne l'ordre au Sénat, d'augmenter le nucléaire et puis d'augmenter les fossiles, euh, l'extraction des fossiles, parce que l'IA en a besoin. Euh, c'est aussi Sam Altman, plus récemment, donc à la tête de OpenAI, qui va au sommet de l'intelligence artificielle en Inde en février 26 et qui explique que la consommation énergétique de l'intelligence artificielle représentait en 2024 1,5% de la consommation énergétique mondiale, mais que de 24 à 30, de 2024 à 2030, ça allait augmenter de 15% par an. Et donc, il dit que, il faut toute l'énergie possible. Il va falloir préempter, accaparer, Arnaud Aurin dit confisquer, préempter, donc confisquer toute l'énergie possible, nucléaire, mais aussi fossile, mais aussi renouvelable, pour alimenter cette expansion des surcorps. Et ça, à mon sens, c'est la raison véritable de l'alliance objective avec les autocrates issus des urnes. Le sénateur américain républicain qui s'appelle Lindsey Graham, vous l'avez peut-être entendu récemment sur Fox News, le 8 mars, il déclare au sujet de la situation en Iran que on fait là un bon investissement. Un bon investissement parce que à la chute du régime, il dit on va faire des tonnes d'argent. Et puis il continue son allocution et là, en fait, il montre le dessous des cartes puisque il dit avec beaucoup d'enthousiasme qu'entre le Venezuela et l'Iran, l'Amérique aurait la main basse sur 31% des ressources de pétrole dans le monde. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que les surcorps ne sont pas seulement porteurs d'une promesse de guerre occasionnelle. Les surcorps sont porteurs d'une promesse de guerre perpétuelle, permanente. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de casus belli, il n'y a pas de cause qui motive la guerre. Il y a une tendance invétérée à la guerre parce qu'il faut aller chercher toutes les ressources naturelles, celles dont on a besoin maintenant, celles dont on a besoin présentement, mais aussi celles dont on anticipe le besoin futur pour alimenter les surcorps, l'expansion des surcorps. Alors, en conclusion de cette présentation, euh, je précise les modalités de cette guerre, puisque on a clairement une guerre pour les ressources, dont on voit déjà, bien entendu, les modalités géopolitiques se mettre en œuvre. Mais on a aussi autre chose qui est en train de se passer, de plus profond et de plus radical, qui est une guerre contre le reste de l'humanité. Il y a une surclasse qui est en train d'émerger, une surclasse transnationale qui se vit comme des seigneurs, hein, des seigneurs qui auraient face à eux des serfs, hein.
Euh, cette surclasse transnationale d'hyper riches veut un corps augmenté, veut, pour une fraction de l'humanité, un corps augmenté, c'est-à-dire un corps biologique couplé à la machine, ayant une interface avec l'IA. Ce que propose déjà Musk avec sa puce Neuralink, par exemple. Et ça fait quelques décennies que les technoprophètes de la Silicon Valley, hein, des technoprophètes comme Ray Kurzweil, annoncent l'imminence hein, de cette augmentation du corps pour une fraction de l'humanité. Sur le modèle d'une espèce d'augmentation du capital, on va augmenter le corps. Simplement, si on y réfléchit, cette augmentation d'une fraction de l'humanité implique nécessairement l'apparition symétrique d'une humanité amputée. Parce qu'il va falloir aller chercher toutes les ressources mondiales pour nourrir l'émergence de ce nouvel homme hein, fantasmatique qui est promu par le panlibéralisme. Et donc, si une humanité solvable accède à l'augmentation technologique, ça veut dire que nécessairement une humanité insolvable va en être privée. Or, ce qui est en train de se passer, c'est que l'investissement du corps par la machine est sur le point de redéfinir les normes de l'humain et donc faire voler en éclats complètement l'unité de la forme humaine. Déjà, la bipartition de l'humain en homme solvable et en homme insolvable, elle fait éclater hein, l'unité, l'universalité de la forme humaine. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, hein. Les normes mêmes de l'humain sont en train d'être redéfinies. Donc on a affaire à un projet qui est très très radicalement anti-humaniste. Euh, et c'est, je crois, sur cela qu'il faut s'arrêter. Ce que j'appelle le panlibéralisme peut être, selon moi, décrit comme une idéologie programmatique qui a vocation à se réaliser. Le panlibéralisme implique une guerre pour les ressources, une tendance à la guerre et pas simplement des batailles ponctuelles. C'est vraiment comme Hobbes le définit dans le Léviathan, mais aussi une guerre idéologique pour le contrôle de la forme humaine. Donc ces deux buts sont à penser et c'est ce contre quoi donc on a à s'élever et à lutter. Voilà, merci. Eh ben, merci beaucoup, Michaela. Euh, je vois des applaudissements qui sont en train de Merci. traverser la chose. Non, merci beaucoup. Je laisse peut-être le temps aux participants à trouver des questions ou à formuler leurs questions. Je voulais déjà te remercier parce que tu nous parles d'une chose très complexe et c'est très éclairant sur certains aspects nouveaux du monde, mais avec beaucoup de clarté et avec beaucoup comment dire, de simplicité. Comme tes livres d'ailleurs, tes livres sont écrits de la même manière, ils disent des choses très pertinentes, mais c'est avec beaucoup de pédagogie. Bon, je pense que le fait que tu enseignes dans des classes préparatoires comment on dit ça? Classes préparatoires Proximité. de De proximité, c'est proximité, ça. ouais. Donc, il n'est pas réservé à créer une élite sociale, mais dans la banlieue parisienne, bah, te permet justement de nous expliquer des choses très complexes d'une façon très claire. Voilà. Mais c'est vrai, hein, c'est très sincère de ma part. J'ai lu tes deux bouquins, ils sont vraiment bien construits, quoi. Merci. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que j'ai laissé le temps à ce que certains veuillent poser des questions? Je vois qu'il y a un truc. Il y a des questions? C'est très dense ce que je viens de raconter. Je pense que tout le monde est un peu assommé. Bon. Oui, c'est vrai, oui. C'est vrai, c'est vrai. Oui, je peux. Oui, Oui. Si tu, vas-y, François. si tu pouvais revenir sur le concept de surcorps. Mm. De surcorps, si j'ai bien compris, ça serait quoi? Un bloc capitaliste transnational, hein, puis assez puissant euh, pour faire des États, en fait, des organes secondaires.
pour pouvoir dominer. Oui, il s'allie à des États, il s'incorpore des États entiers. Un surcorps Ah, s'incorpore des États, un ou des États. Si tu regardes ce qui se passe, par exemple, aux États-Unis à l'heure actuelle, on a un ou plusieurs surcorps en cours de formation qui s'incorporent l'État américain, mais aussi l'Argentine de Milei, mais aussi le Salvador de Bukele, mais ok. aussi, tu vois, enfin, c'est vraiment, en Ouais. fait, des surcorps sont assez puissants pour grandir en s'incorporant des États. Donc, on n'a pas affaire à des États nouveaux, on a affaire à des surcorps métapolitiques, puisque le D'accord. but, c'est bien de nier radicalement toute organisation politique des peuples. Le but, c'est bien d'en finir avec l'idée même du politique, c'est-à-dire l'idée même que nous puissions nous organiser politiquement pour vivre, non pas sous l'égide de chefs, mais sous l'égide de lois fondamentales. Et ça, c'est quelque chose dont la surclasse des hyper riches ne veut plus. Elle ne veut plus de l'aléa des élections. Elle ne veut plus que les peuples pensent pouvoir s'organiser politiquement eux-mêmes. Elle ne veut plus de cela. Et donc, elle veut sécuriser des investissements à long terme et elle ne veut pas dépendre des aléas des élections. Elle veut pouvoir investir sur des candidats qui vont assurer une continuité. Et donc, pour répondre complètement à la question sur les surcorps, en fait, il faut aller voir l'idéologie qui est en train de se déployer par Curtis Yarvin, qui est l'idéologue du deuxième mandat Trump, comme Steve Bannon fut celui du premier. Et Curtis, il est beaucoup plus inquiétant que Bannon, qui vient de l'alt-right suprématiste classique, on va dire. Curtis propose toute une idéologie qui est en train de se cristalliser, qui est complexe, que je peux essayer de décrire brièvement, mais qui donne à comprendre que le but, ça n'est pas simplement de s'accaparer l'appareil d'État. Le but, c'est bien de fabriquer des surcorps, hein. C'est bien d'arriver à un mode de vie métapolitique. Alors, brièvement, que dit Curtis Yarvin? Il explique que euh, la démocratie est une impasse historique. Toutes les tentatives de démocratie sont vouées à l'échec Mhm. et que pour introduire plus de rationalité dans la vie publique, il faut aller de la démocratie vers une néomonarchie. Et donc la néomonarchie, donc son idéologie, il l'appelle lui-même néo-réactionnaire, hein, il revendique le caractère réactionnaire de son idéologie, consisterait à amener les peuples de la démocratie vers une forme nouvelle de monarchie, et pour cette transition, il faut un César. Donc Curtis Yarvin dit qu'il y a des années déjà, il y a déjà une décennie, il avait pensé à plusieurs Césars possibles, au nombre desquels on trouve Donald Trump. Donc, Ok. ce leader nous ferait transiter de la démocratie vers une néomonarchie pour éviter l'impermanence du pouvoir, hein, qui est liée aux élections. Et c'est la raison pour laquelle Trump se grime fréquemment en roi avec toge, sceptre et couronne, hein. C'est pour ça que les gens sont dans la rue en disant euh, There ain't no king in the USA, hein, il n'y a pas de roi chez nous, hein. Parce qu'il y a effectivement un projet qui vise donc à confisquer la citoyenneté totalement, hein, aux Américains pour en faire des sujets. Bon. Donc ça c'est la première strate idéologique. Mais il y en a une autre. C'est que la néomonarchie que Curtis Yarvin appelle de ses voeux, elle n'est que de façade, elle n'est que d'apparat. En fait, c'est pour régir et calmer les masses, hein. Parce qu'au fond, ce qui compte, dit Yarvin, c'est de réduire les États. Il parle de downsizing, donc ce qu'on appelle dégraissage en bon français, ou de right-sizing. Euh, donc trouver la dimension juste. Et la dimension juste de l'État, c'est la dimension d'État-entreprise ou de cité-État sur le modèle de Singapour. Donc, en fait, on irait,
c'est ce qu'il appelle de ses voeux en tout cas, vers ce qu'il appelle des corporate states, donc des États-entreprises, de toute petite dimension, quitte à les faire pulluler, quitte à ce qu'il en ait des milliers, de toute petite dimension, avec à leur tête des espèces de monarques PDG, qui seraient révocables devant les actionnaires. Donc ça, c'est la deuxième strate idéologique qui consiste à organiser le pouvoir réel sous forme entrepreneuriale. Et puis, il y en a une troisième strate idéologique dans ce qu'il raconte, c'est que, selon lui, euh, une autre strate de pouvoir, beaucoup plus cachée, beaucoup plus en retrait, devrait être là pour s'assurer que ceux qui détiennent le pouvoir des petits États ne s'émancipent pas. Et par Ouais. conséquent, il ne faut pas qu'ils aient le contrôle de l'arme puissante par-dessus toute, c'est-à-dire de l'arme nucléaire, par exemple. Et il faut que les clés, les codes des bombes les plus puissantes soient détenues non pas par ces monarques PDG, ces monarques CEO, mais par des hommes de l'ombre, une espèce de seigneur Sith, hein, c'est lui-même qui le revendique ainsi, puisqu'il est complètement baigné de culture fantasy. Donc ces espèces d'hommes de l'ombre, eux, auraient la main mise sur les monarques CEO, les monarques PDG, et pourraient les démettre de leurs fonctions. Donc trois strates, en tout cas double confiscation de la citoyenneté qui est projetée. La première confiscation, c'est qu'on serait plus des citoyens, on serait des sujets de roi. Et puis la deuxième confiscation, c'est que le roi lui-même, en fait, il est redevable devant une autre strate d'organisation du pouvoir qui, elle, est faite donc de ce petit monde des actionnaires, hein, cette surclasse des hyper riches qui serait dans le retrait, qui serait non visible du peuple. Donc on a là affaire à une idéologie qui est très très confuse. Même si Curtis Yarvin se prend pour une espèce d'anti-Rousseau, il a des accents rousseauistes ou anti-rousseauistes dans ses blogs. Ça reste très confus. Mais ce qui est très grave, c'est que on voit par exemple, la feuille de route qui fut donnée à Donald Trump lorsqu'il a accédé au pouvoir, le projet 2025 Project, il y a des traces de cette idéologie. Il y a des traces qui sont patentes hein, de cette idéologie qui commence à prendre véritablement. Et donc, l'idée selon laquelle, en fait, les, les États ont vocation à être démantelés, elle est omniprésente. Alors, je, je sais très bien que l'État tel qu'il fut avant les années 70 n'est certainement pas à regretter, hein. Je suis pas en train de dire revenons à l'État tel qu'il fut avant la grande subversion néolibérale. Je suis pas du tout en train de dire cela. C'est pas du tout un projet nostalgique. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'État à l'heure actuelle est en train d'être absorbé dans quelque chose de nouveau dont on n'a pas fini de mesurer la puissance. Ce sont les surcorps. Donc, ce qui est grave aussi, je crois, c'est que l'idéologie pour étrange et composite et confuse qu'elle soit, l'idéologie de Curtis Yarvin, elle est en train de produire ce qui n'a pas eu lieu durant le premier mandat de Trump, c'est-à-dire une cristallisation idéologique. Et c'est en train de gagner bien plus largement que les États-Unis. Pourquoi? Parce que l'idée que la démocratie est en faillite et qu'il faut aller vers un autre régime, elle prend. Et l'idée que finalement un projet néo-réactionnaire pourrait euh, résoudre en partie hein, les problèmes que nous avons à l'heure actuelle avec le politique, elle est en train de se généraliser. Et aujourd'hui, si on regarde par exemple ce qui se passe en France, je parlais récemment, évidemment au moment des élections, avec des gens qui me disaient qu'ils votaient d'extrême droite pour des raisons très très curieuses, pour des raisons ponctuelles, des raisons qui sont très très éparses, hein, comme le fait que bah, le voisin il a un chien qui aboie. Bon, c'est un peu caricatural ce que je dis, mais ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est que en France aujourd'hui, les gens ils votent d'extrême droite, ils votent à l'extrême droite pour un nuage de points de raison. C'est un nuage de points qui n'a pas encore cristallisé.
Il y a une hydre à mille têtes, il y a mille raisons de voter pour l'extrême droite, euh, qui ne peuvent pas être combattues d'ailleurs, parce que ça part dans tous les sens. Euh, mais en tout cas, c'est pas cristallisé. Ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est une cristallisation dogmatique autour de l'idée de néomonarchie blanche. Et donc, si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, en fait, tous les faisceaux de l'extrême droite sont en train de se rejoindre dans ce projet. Euh, on a l'alt-right suprématiste qui voit une monarchie blanche. On a les conservateurs chrétiens, les évangéliques, hein, qui y voient un pouvoir d'autorité divine, un capitalisme de droit divin. Hein, donc ça plaît aux évangéliques. On a les libertariens qui y voient l'opportunité de réduire l'État à une monarchie, et de récupérer en fait les prérogatives de l'État dans le privé. Donc on a une cristallisation dogmatique très très forte, et c'est en train de renforcer considérablement l'extrême droite mondiale. Parce que cette cristallisation, c'est ce qui manquait. Et à l'heure actuelle, en fait, on a de bonnes raisons, entre guillemets, de voter pour l'extrême droite. C'est-à-dire que toutes les tendances éparses, totalement incohérentes, sont en train de devenir des faisceaux cohérents qui confortent et qui légitiment le vote d'extrême droite. Donc ça, c'est vraiment grave. J'arrête de Ok. parler. Ouais, merci. Merci. Donc, ben merci pour ta réponse. Il y a Anne qui veut poser une question. On m'entend? Oui, 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 on t'entend. on entend. Oui. Bonjour, donc bon, moi je suis pas une grande parleuse, contrairement à vous. Cela dit, bon, voilà ce que tu dis. En effet, face à cette anarchie capitaliste, à ces surcorps post-politiques, à ce matérialisme post-étatique, la grande question qui se pose, c'est les peuples. Quelle est leur possibilité d'action dans cette situation-là? C'est-à-dire que il y a en effet des confiscations de citoyenneté. Euh, comment leur faire comprendre que ce qui se passe, c'est en effet quelque chose d'énorme qui est en train de se préparer, comme cette confiscation de citoyenneté. Donc, faire comprendre aux gens, mais aussi quel chemin utiliser, nous, quel chemin on prend pour, moi je dirais, pour créer en face un surcorps révolutionnaire, on va dire. Voilà. Parce que le contexte étant pas le même, enfin, ça a évolué un peu tout ça. Donc, nous, on fait comment? Si on n'a plus les créneaux habituels, si les manifs marchent pas, si tout, enfin, on voit bien ce qui se passe. On n'a plus les créneaux habituels. Comment faire pour que les droits de l'homme existent toujours? Enfin, voilà, qu'on ait quand même recours à ça. Oui, merci. Voilà. C'est une question très très riche et fondamentale. Donc, alors, il y a plein de choses dans ce que tu dis. Je vais essayer de prendre une piste. Tu n'es pas la première à dire créons un surcorps. Créons un surcorps euh, de gauche. Créons un surcorps de lutte. Tu n'es pas la première à me dire ça. Je ne pense pas que ce soit souhaitable. Je ne pense pas que ce soit possible, ni que ce soit objet de vouloir. Parce que un surcorps, il est structuré par les IA. Ah, ouais. Un surcorps est nécessairement structuré par les big tech. Donc c'est une machine de guerre structurée par les Je big tech. n'avais pas compris ça. Je pensais la notion de surcorps qui n'était pas forcément liée. Ok, j'ai compris. Non, mais tu as raison, c'est le nouveau monde de l'entreprise. Donc ce sont des blocs capitalistes qui échappent aux lois antitrust. Mm. Donc on peut les définir comme de simples blocs capitalistes. Euh, mais à l'heure actuelle, ce qui pose problème, c'est que ces blocs capitalistes sont en train de prendre corps. Et ils prennent corps par l'entremise de ce nouveau hard power, qui est presque comme un pouvoir militaire, hein, territorialisé, que sont les big tech. Il y a vraiment une invasion, il y a une conquête par l'entremise de les big tech.
Donc, Excuse-moi, Kaïla. ouais. Excuse-moi, Kaïla, c'est ce qu'on peut appeler le technofascisme alors maintenant, c'est C'est ce qui ça? a été nommé à plusieurs reprises, oui, par Varoufakis ou d'autres, Oui. Cédric Durand. On parlait de technofascisme ou de technopolitique, si on parle avec Asma Amala, etc. Oui, il y a plein de gens qui essayent de penser ça euh, et qui voient que quelque chose de nouveau qui n'a peut-être pas été prévu lorsque nous parlions au XXe siècle d'impérialisme ou lorsque nous parlions au XXe siècle de fascisme ou de totalitarisme. Il y a quelque chose d'autre qui est en train de se passer. Et ce n'est pas uniquement dû au big tech, mais c'est en fait, il me semble que les big tech doivent être compris comme la cristallisation de la superstructure du panlibéralisme. C'est vraiment le moment où il y a une cristallisation technique de l'ensemble des croyances et des foi nécessaires au bon fonctionnement de l'économie néolibérale. Et donc, on a vraiment là une armature, pour pas dire une arme, hein. On a une armature. Et donc, tout surcorps a pour armature les big tech. Donc, on ne peut pas créer un contre-surcorps. Oui, j'ai compris. Ce que je voulais surtout savoir, c'est comment on se bat. Est-ce qu'on est obligé de Oui, rentrer dans leur créneau d'IA, de machin truc, pour se battre contre eux? oui. Et donc, en fait, je pense qu'il faut faire exactement l'inverse. C'est-à-dire que je pense qu'il faut repartir de ce que c'est qu'un homme. Euh, Hmm. ça a l'air ça a Ouais. l'air d'être une question un peu de philosophe dans sa tour d'ivoire, mais pas du tout en fait. Le panlibéralisme repose sur la promotion de deux idéologies maîtresses, le nouvel homme et le nouveau monde. C'est ce que j'explique dans la manufacture de l'homme apolitique. C'est que, en fait, la force de ce nouveau régime tient au fait qu'il colonise complètement nos imaginaires, en nous forçant à nous identifier, depuis 50 ans maintenant, à un nouvel homme qui est censé être libre naturellement, qui est censé être libre sans que euh, la longue histoire des luttes sociales y soit pour rien, sans qu'on ait conquis de droits. C'est une liberté spontanée, naturelle, une liberté de Robinson sur son île, euh, qui est promue. Et donc c'est une liberté d'homme apolitique, dont on nous Hmm. bat les oreilles depuis 50 ans et qui érode complètement notre capacité d'agir. Voilà. Ça rend inimaginable d'agir, ça rend inimaginable d'entrer dans le champ d'action politique. Nous sommes, depuis 50 ans, conviés à devenir ces nouveaux hommes. Et le nouvel homme est un homme radicalement apolitique. Il croit dur comme fer que les hommes naissent libres et égaux en droit, sans qu'il faille construire en aucune façon les droits, sans qu'il faille se battre et conquérir les droits par les luttes sociales. Il est dans une croyance qui déréalise complètement l'homme. Donc, euh, le corrélat de cette croyance, c'est la croyance en un nouveau monde. C'est ces mots, cette expression qu'on a retrouvée dans la bouche d'Emmanuel Macron en 2017, en 2022, c'est l'advenu du nouveau monde, hein. Donc le nouveau monde, c'est un monde post-politique, c'est un monde qui serait par-dessus les débats stériles du politique. C'est un monde parfaitement rationnel où seule la nécessité économique prévaut. Et cette nécessité économique, c'est une loi beaucoup plus haute que la loi du politique. Donc, Ah bon. nouvel homme, nouveau monde. C'est toute la force actuelle du nouveau régime repose sur la promotion inlassable depuis 50 ans de ces deux images sources. Nous, ce qu'on peut faire, c'est reconstruire une image de l'homme euh, humaniste, là où le projet panlibéral il est radicalement anti-humaniste. Ce qu'on peut faire, c'est reconstruire complètement à zéro une image d'homme. Et cette image d'homme, il va falloir qu'elle soit euh, essentiellement un corps. Parce que ce qu'est un homme aujourd'hui, c'est un corps euh, mis en péril. C'est un corps qui est attaqué par le panlibéralisme lorsqu'on lui enlève toute couverture médicale. C'est un corps qui est attaqué par le panlibéralisme lorsqu'on lui enlève ce qu'on peut appeler les vêtements juridiques, hein, qui ornent le corps et qui protègent le corps.
C'est un corps qui est attaqué par le panlibéralisme lorsque l'accès à l'eau disparaît, lorsque l'accès à la nourriture disparaît. Donc ce corps-là, c'est le corps que nous sommes tous en train de devenir très rapidement. C'est un corps qui est en proie aux effets du réchauffement climatique. C'est un corps qui va être de plus en plus dans les années à venir attaqué par toutes les conséquences de la déflagration écologique. Et donc nous sommes corps. Ce que nous sommes, c'est un corps qui est dans un monde, pas un monde abstrait, pas le monde de Heidegger, c'est pas un être au monde, hein, comme le disait Heidegger. Nous sommes un corps attaqué par le capitalisme extractiviste, attaqué par le panlibéralisme. Nous sommes un corps dans un monde qui est en train de se déglinguer sur le plan géopolitique et surtout, essentiellement, un monde qui est une biosphère en train de devenir de plus en plus chaotique. C'est ça que nous sommes. Nous sommes réellement corps au monde historiquement déterminé. Nous sommes corps pris dans le mouvement historique du devenir chaotique de la biosphère. Ça, c'est ce que nous sommes. Et nous sommes tous ça. Et là-dessus, ça, c'est ce qui peut nous rassembler. On a vu en automne 2025, on a vu les Marocains de la Gen Z de 112 dire nous sommes des corps et nous voulons des hôpitaux. Nous sommes des corps et nous voulons vivre en tant que corps. Nous ne voulons pas des 6 stades qui vont être promis à la FIFA 2030, qui nous ôtent nos hôpitaux, qui nous ôtent nos médecins, qui nous ôtent nos écoles. Nous sommes des corps et nous voulons parler comme tels. Et donc, il me semble que là où il faut revenir en fait à un dénominateur commun de nos luttes, parce que nos luttes sont complètement éparses, elles sont complètement fragmentées, elles sont totalement déstructurées à l'heure actuelle. Et le dénominateur commun, c'est cet être corps dans un monde concret, une biosphère qui devient chaotique. Donc il faut qu'on se rassemble là-dessus. C'est une condition humaine de plus en plus dégradée qui va nous rassembler. Et paradoxalement, en fait, il y a cette phrase qui revient sans cesse depuis quelques années, depuis quelques décennies, qui consiste à dire il est plus facile d'imaginer la fin du monde que celle du capitalisme. En fait, à l'heure actuelle, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que la lutte redevient imaginable. Pourquoi est-ce que à l'heure actuelle on est à un moment charnière? C'est parce que nos corps sont attaqués. Et en fait, il faut construire ce que j'appelle une espèce d'humanisme de combat, un humanisme de survie. Parce que nous en sommes arrivés aujourd'hui au stade où nos corps sont attaqués. Nos corps, à l'échelle mondiale, sont attaqués. Donc les peuples qui ont été complètement atomisés par le panlibéralisme peuvent très rapidement, en réalité, redevenir peuple. Parce que nous sommes tous, et c'est un dénominateur commun absolument essentiel, nous sommes tous ces corps au monde en train d'être attaqués, pilonnés par les effets du panlibéralisme. Donc il me semble qu'on peut dire que ce qui est, et c'est peut-être là-dessus que j'ai envie de terminer en fait, c'est que il faut aller voir à chaque fois ce qui est le plus attaqué par le nouveau régime. Le nouveau régime pilonne le corps. Le nouveau régime dit que le corps doit être extradé vers le métaverse. Le nouveau régime cantonne le corps derrière un écran. Curtis Yarvin dit que si le projet néo-réactionnaire ne plaît pas au peuple américain, il pense en particulier aux Noirs américains, il faudra, je cite, les coller devant l'écran avec un flux continu de réalité virtuelle. Donc le corps est pilonné et il est attaqué avec une systématicité telle que on voit à contrario à quel point c'est important d'être corps. Ce qui fait peur, c'est quand les corps descendent dans la rue. Ce qui fait peur, c'est quand les corps cassent les écrans et redescendent dans la rue. Et donc, oui, c'est vrai, il y a
la perte de recrutement dans les partis de gauche antilibéraux. Oui, c'est vrai, il y a une perte de recrutement dans les syndicats, mais je crois qu'on est à un moment charnière où reprendre corps va s'imposer, tout simplement parce que avec la déflagration écologique qui nous attend, nous ne pouvons pas fermer les yeux. Nous ne pourrons plus très très rapidement fermer les yeux sur les causes de cette déflagration. Est-ce qu'il faut l'attendre, cette déflagration? Il y a quelqu'un qui a demandé la parole. Elle est là, elle, Oui, elle est pardon. là. Je veux dire, on peut fermer les yeux, hein, on peut continuer. C'est ce que j'appelle dans mes deux livres le syndrome de Pompéi, hein. On est comme ce peuple qui vit sur les flancs du volcan. On sait que l'éruption a eu lieu déjà à plusieurs reprises. On voit les fumerolles qui commencent à attaquer les moutons, à asphyxier les moutons, etc. Puis on reste là. Cette, ce moment-là d'attentisme passif et de déni de réalité très très profond va voler en éclats, nécessairement, dès que les corps sont touchés. Lorsque la violence, elle va rentrer à l'intérieur et sous la peau, et elle le fait déjà. Il y a les gens qui vivent auprès des forêts en train de flamber, les gens qui n'ont pas d'eau, ils vivent ça déjà dans leur corps, hein. Les Espagnols qui sont obligés de se battre contre les data centers parce que les data centers leur volent leur eau. Euh, Déjà, ça rentre à l'intérieur et sous la peau. C'est déjà dans nos corps. Et il faut écouter ce que disent les Marocains, hein. Ce qu'ils ont dit, c'est on prend la rue parce que on est des corps et on entend vivre comme tel. Et je pense qu'on va tous très rapidement en arriver à ce stade-là, en fait. Je pense qu'on est déjà dans un moment charnière. Merci. Patrice veut poser une question. Oui, Ouais. merci, merci beaucoup. Alors, j'en ai profité pour commander le livre, un de vos livres, ça m'a donné envie d'approfondir et de suivre vos réflexions. Ça, c'est un angle de vue assez éclairant, hein, pour même regarder le macronisme, d'où il est, d'où il vient. Mais j'ai une question. Je suis comme vous, je pense qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, hein. Les révolutions, personne ne les a prévues, et que la question du rapport au vivant et de notre rapport à nous-mêmes est certainement l'enjeu révolutionnaire le plus important. Mais j'ai une question peut-être un peu à côté, mais quand vous parlez de ces surcorps de ce qui se trame, c'est quoi la différence avec du complotisme? Euh, Alors, Vous voyez, parce que, alors, j'ai cru le percevoir dans vos propos, mais je voudrais le vérifier parce que, en gros, est-ce que vous avez parlé à un moment donné d'alliance objective, c'est-à-dire que c'est pas d'alliance affective, c'est pas forcément des choses réfléchies avant, mais peut-être que le chaos des objectivités crée une cohérence en elle-même. C'est ce que je crois comprendre, mais en tout cas, parce qu'il peut y avoir un risque d'une perception complotiste aussi. Qu'il y aurait trois, quatre personnes qui ont tout pensé et qui dirigent le monde et ouais. nous amènent à ces monarchies libérales. Oui, oui, c'est une question qui est très très importante, à laquelle je réfléchissais encore hier. C'est que Euh, il y a eu un moment, euh, au- après l'investiture ou juste avant l'investiture de Donald Trump, où il y a eu un bal du couronnement, puisque ce monsieur se pense roi, il a fait un bal du couronnement, et il y avait toute l'extrême droite suprématiste qui était présente, et puis il y avait tous les monstres de la Big Tech, et il y avait Peter Thiel. Et Peter Thiel, à un moment donné, donc c'est ce qui est relaté dans un article de Naomi Klein et Astra Taylor. Peter Thiel, à un moment donné, donc, s'adresse aux gens autour de lui en disant, mais de toute façon, la gauche, il y aurait un complot, on leur présenterait sous le nez, ils y croiraient pas. Et donc, il y a à l'heure actuelle un vrai danger, et qui est un danger double. Euh, le danger du complotisme, qui est récurrent et qui est absolument nauséabond, notamment avec sa dimension antisémite.
C'est un danger qui est là en permanence parce que je crois que nous autres, collectivement, tous, nous n'avons à chaque fois qu'une toute petite perception du réel et que nous fantasmons la totalité. Donc c'est un mode de satisfaction intellectuelle piètre, mais c'est un mode de satisfaction. Voilà. Donc à partir d'une toute petite perspective rationnelle, tout le reste est fantasmatique et imaginaire. Donc on le voit bien, ce complotisme, il déstructure tout rapport au savoir et il invalide, et c'est ça qui est grave, il enlève toute légitimité à une perspective analytique, à une hypothèse interprétative. Donc ce que je dis dans mes livres relève d'une hypothèse interprétative, mais qui n'est néanmoins pas sans fondement. D'abord, une hypothèse, c'est pas un complot que je mets en place. Euh, une hypothèse, elle est falsifiable. Une hypothèse, elle est ouverte à falsification. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire, nous, dans les sciences humaines, c'est offrir des interprétations et dire, voilà, prouvez-moi que j'ai tort et j'admettrai que j'ai tort. Donc, toute hypothèse scientifique, et les sciences humaines en émettent, sont falsifiables. Donc, j'espère bien avoir tort. J'espère. Maintenant, la construction des surcorps, elle n'est pas seulement, elle n'est pas seulement analysable, elle est dite. Elle est dite à ciel ouvert. C'est-à-dire que Peter Thiel ne cesse d'en parler. Euh, Sam Altman, Zuckerberg, tous ces hommes-là ne cessent d'en parler. L'idée selon laquelle les États doivent être dressés, hein, domptés, rompus à leurs nouvelles tâches, tous ces nouveaux seigneurs ne cessent d'en parler, hein. Je parlais tout à l'heure de Bernard Arnault, qui est notre petit seigneur local. Il ne cesse de dire cela. Donc, l'idée selon laquelle une rationalité post-politique doit s'imposer au peuple, elle est absolument ouvertement dite, constamment dite. Je parlais il y a quelques jours de cette phrase absolument inouïe qui est celle de Warren Buffett en 2005 sur CNN, lorsqu'il dit oui, bien sûr, il y a une guerre des classes, c'est un fait, mais c'est ma classe, la classe des riches, qui est en train de la gagner. Et donc, il dit ça à ciel ouvert. C'est-à-dire que là où la droite et l'extrême droite, alliées malheureusement maintenant, faisaient profil bas, il y a encore très très peu de temps, il y a une vingtaine d'années, c'était indicible. Maintenant, en fait, il suffit de tendre l'oreille pour entendre ces projets se dire à ciel ouvert sans aucune espèce de censure. C'est-à-dire que ce que Jean-François Copé nommait la droite décomplexée, à l'heure actuelle, en réalité, on est parvenu à une extrême droite transnationale radicalement décomplexée qui dit en permanence ses liens avec les États, qui dit en permanence ses liens avec les outils que seraient les États pour aller chercher euh, à la fois donc les ressources dont ils ont besoin pour alimenter leur expansion, euh, et puis la défaite, la déflagration de l'humain. Ils le disent. Lorsque on a un Donald Trump qui parle de transformer Gaza en Riviera du Moyen-Orient, on a une perspective qui se dit ouvertement, à ciel ouvert et dans le monde entier, en mondovision, une perspective qui consiste à dire les hommes sont des cerfs attachés à la glèbe. J'achète cette terre, j'achète ces hommes. Euh, et ça est dit, cela est dit. Donc il y a 20 ans, tout cela était indicible. Maintenant, il suffit de tendre l'oreille pour l'entendre dire. Le fait est que nous n'avons pas envie de l'entendre. Donc, il y a d'un côté ces complotismes fous hein, qui cherchent de manière très immature et infantile à faire sens. Euh, et de l'autre, il y a un déni de réalité, je crois, terrible. Hein.
qui nous afflige tous, qui nous affecte tous et qui nous afflige tous. Et donc, on est ballotté entre, enfin, je sais pas vous, mais moi, je suis ballottée en permanence entre un sentiment d'impuissance, pas savoir comment agir, et puis euh, un déni de réalité, comme les deux moments du balancement de l'horloge, hein. Euh, donc, le complotisme ne peut manquer d'être alimenté par ce qui se passe à l'heure actuelle. En revanche, donc tenir la ligne de crête en s'informant au quotidien de ce qui se dit, et puis tenter de donner une image cohérente, d'arriver à une perception cohérente de ce qui se trame, je crois que c'est extrêmement important ce que les sciences humaines peuvent apporter, hein. En entrecroisant donc plein de fils de discours, on peut arriver à faire un petit peu de clarté. Après, il y a ce qui est rêvé par les, les idéologues de la Silicon Valley ou bien les néo-réactionnaires façon Curtis Yarvin. Et puis, il y a ce qui se passe effectivement, et il y aura forcément un iota entre les deux, puisque entre les deux, entre ce qui se professe comme avenir complètement préempté, complètement colonisé par cette surclasse, et puis la réalité effective, ben, il y a quand même nous, il y a quand même nous, les peuples, et on a encore, et je crois de manière grandissante, la possibilité d'infléchir cette trajectoire. Donc, ce qui est professé, hein, c'est vraiment de la prophétie, chez un Ray Kurzweil, etc. Ce qui est professé, c'est pas forcément le réel qui nous attend. C'est pas forcément le réel si on arrive à s'allier, si on arrive à allier nos luttes pour empêcher, pour faire dériver cette trajectoire projetée. Ouais. Leïla veut poser une question. Oui, mais ça a été en partie répondu d'ailleurs. Enfin, Kayla vient de répondre en partie parce qu'en fait, euh, je me demandais à quel endroit euh, vous situez le moment entre la réalisation de de ce projet euh, enfin, anti-humaniste, son accomplissement, disons, et puis, euh, et puis le moment où on peut voir se révéler, en tout cas, le moment où vous parlez des contradictions possibles entre l'autocratie des seigneurs qui ne sont pas élus, dites-vous dans votre livre, et des démocraties électoralistes qui sont fossilisées et dépolitisées, hein. On est à ce moment-là où bien on est encore en capacité. Parce que pour reprendre corps et pour essayer de redéfinir ce que serait notre vision de l'humain, de l'humanité, euh, encore faut-il qu'on soit en capacité de lutter contre la colonisation très, très, très puissante, très forte de nos imaginaires. Oui, Actuellement, oui, on est complètement imprégné, enfin idéologiquement. Vous parlez aussi de l'imprégnation de l'idéologie qui nous mène vers les lumières obscures, quoi. Donc, à quel endroit vous situez ça? Parce que moi, enfin, je suis peut-être pessimiste, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a un tel travail énorme de redéfinition du commun. Vous parlez de dénomination commune des luttes. Est-ce qu'on en est vraiment là à essayer de nommer ensemble nos luttes? Est-ce qu'on est à un moment de ce qu'on a appelé les convergences des luttes et que j'ai plutôt envie, moi, d'appeler d'articulation? mm, J'ai le sentiment qu'on est plutôt à un moment encore de possible articulation des luttes. oui. En tout cas, enfin, ce qu'on sent, et notamment en France, où
pressent malheureusement 27 avec lourdeur, quoi. Ce qu'on sent, c'est qu'on est en train encore d'aller vers la déflagration. La pression anarcho-capitaliste n'est pas maximale encore. Donc effectivement, on est dans un moment de défaite du politique au sens le plus profond du terme. Donc j'entends votre pessimisme, moi-même j'opte tantôt en me levant pour le pessimisme le plus sombre, tantôt pour l'enthousiasme, en fonction des matins, j'entends bien, et je crois qu'on en est tous là en fait. Euh, je pense que dans ce que vous dites, il y a ce qui m'a frappé, c'est le mot contradiction. Et je pense que le nouveau régime il contient des contradictions. Deux principales, je crois, qu'on peut cerner. C'est que, à l'instar du divorce Musk-Trump, il y a des tensions à l'intérieur même de l'alliance. C'est-à-dire que les deux pôles de l'alliance ne veulent pas nécessairement la même chose. Et il est fort peu probable que des autocrates comme Trump ou Milei ou Orban se laissent incorporer totalement dans les surcorps. Donc déjà, il y a une tension interne qui est bonne pour nous, parce que c'est une tension qui promet sans doute donc des aléas, voire des défaites hein, de l'alliance. Bon, ça c'est une première contradiction. La deuxième contradiction qui est bonne pour nous, même si ça va engendrer beaucoup de souffrance pour nous autres les peuples, c'est que je crois que le panlibéralisme ne peut continuer à s'implanter qu'en allant vers la destruction des corps d'une bonne partie de l'humanité, insolvable. Et que nous autres, dans les sociétés dites sociétés de démocratie libérale, nous sommes également concernés. Une partie de chaque peuple, américain, français, etc., fait partie des corps qui vont être décimés, attaqués. Donc, je crois que on est à un moment qui va très rapidement nous obliger à lutter. Ce moment, j'entends ce que vous dites, je ne peux pas en placer le moment historiquement. Ce que je pense, c'est que la contradiction du panlibéralisme, c'est que lorsqu'elle pousse à bout sa logique et qu'elle commence à attaquer les corps se rebiffent. Les corps veulent vivre. C'est-à-dire que le bout du bout de la violence panlibérale, c'est l'attaque du corps. Et quand le panlibéralisme en arrive là, nous disons non parce que nous voulons vivre de manière strictement animale, hein. Nous sommes des corps qui cherchent à persévérer dans l'être. Donc je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une limite, en fait, à l'expansion de ce régime. On parle beaucoup des limites des réserves. C'est aussi une autre limite, c'est aussi une autre contradiction, hein. C'est que l'expansion des surcorps qui oblige à la préemption des ressources naturelles elle n'a qu'un temps parce qu'il n'y a pas de planète B, il n'y a pas il y a pas de ressources infinies. Donc ça, c'est une limite objective. Et puis l'autre limite objective, c'est que quand la violence étreint les corps, les corps retournent dans la rue, les corps refont lutte. C'est-à-dire que ce qui est complètement inimaginable, ce qui a cessé depuis des décennies d'être imaginable, à savoir des luttes communes, redevient, il me semble, imaginable. Et en particulier, ben, ce qu'on peut appeler le cosmopolitisme, c'est-à-dire le fait que des lois visent à défaire l'emprise économique du panlibéralisme, eh bien, c'est totalement inimaginable, évidemment. Ça l'est depuis des décennies, et d'un coup, ça va redevenir imaginable. C'est exactement ce qui fait peur à Peter Thiel, hein. J'écoute beaucoup cet homme-là parce que il dit, à contrario, des choses importantes pour nous, parce qu'il ne cesse de dire que ce que craignent les surcorps, c'est ce qu'ils appellent, ce que Peter Thiel appelle un totalitarisme écologique. Autrement dit, des lois mondiales, un cosmopolitisme pour nous, hein.
Nous, on n'appellerait pas ça un totalitarisme, on appellerait ça un cosmopolitisme. Et Peter Thiel a très très peur de ça. Et tous les seigneurs du Nouveau Monde, là, ont très très peur de ça. Ils ont très très peur du moment où le vivant va se rebiffer. Parce que ils conçoivent cela comme étant la limite de l'expansion de leur pouvoir. Et je pense qu'ils ont raison. Je pense que c'est cela qui peut imposer une limite à l'expansion de leur pouvoir. Donc, pour répondre à la question euh, quand les corps commencent à être attaqués. Et les corps commencent à être attaqués. En Angleterre, il n'y a plus d'hôpitaux. En Angleterre, il y a des gens qui ont 6 mois d'attente pour être opérés d'une appendicite. Je le dis parce que ma famille est anglaise, donc je suis très marquée par cela. Mais en France, ça commence. En France, il y a des gens qui n'ont plus de rapport à l'école, qui n'ont plus de rapport à la médecine. Il y a des déserts médicaux, des déserts scolaires partout. Donc ça commence. En fait, l'attaque radicale du corps, on y est. Donc bien sûr que lutter, et a fortiori lutter ensemble, c'est difficilement imaginable, mais ça n'est pas inimaginable parce que c'est impossible, c'est inimaginable parce qu'on nous a sommé de croire depuis 50 ans que c'était inimaginable. Et qu'effectivement, il y a eu tout cet art fantasmatique avec des images sources comme le Nouveau Monde et le Nouvel Homme qui ont profondément imprégné nos imaginaires. Mais ça n'est pas en soi impossible. C'est le soft power, la persuasion inhérente au panlibéralisme qui nous fait croire cela. On parle de voluntary conformity, de conformisme volontaire depuis des décennies maintenant. Donc il faut fabriquer le conformisme volontaire. Donc oui, La passivité. T'appelles ça la fabrique de la passivité. ouais, la fabrique de la passivité, ouais. C'est le syndrome de Pompéi. Mais on n'est pas arrivé tout seul au syndrome de Pompéi. On a été donc l'objet, nous autres hommes, sommes le résultat de 50 ans de manufacturation de l'homme apolitique. C'est-à-dire que c'est pas librement que nous quittons les partis, c'est pas librement que nous quittons les syndicats, c'est pas librement que nous quittons l'action politique, et ça n'est pas évidemment donc un choix individuel. C'est une production collective d'un homme apolitique à travers toutes les démocraties dites libérales, qui a eu lieu depuis 50 ans. C'est une manufacture au sens original du terme. C'est vraiment un usinage. L'homme que nous sommes collectivement aujourd'hui en est le produit. Nous sommes le produit fini d'une manufacture de l'homme apolitique qui dure depuis 50 ans. Donc ce qui est fait historiquement peut être défait, hein. Ce qui est fabriqué peut être défait. C'est pas par nature que nous sommes passifs, ça n'est pas parce que nous voudrions l'inaction ou que nous voudrions, tels des enfants, des maîtres, c'est parce que nous avons été fabriqués pour la passivité. Mhm. Oui, Ce mais qui est... pour le moment, enfin, dans l'actualité là, immédiate, tout ce que vous décrivez nous jette plutôt dans les bras, je parle de la France, hein, Ouais, dans les bras du Rassemblement national. oui, on Et descend là, on descend la colline, ouais. ouais. Et donc voilà, c'est aussi ça la difficulté du moment, quoi. C'est-à-dire Oui, que on n'en est pas encore à une dénomination commune des luttes et à non, cibler les objectifs bien de, sûr. de Mais ce en même temps, libéralisme, quoi. bien sûr, Et donc j'entends bien. j'essayais de me dire à quel endroit il y a des contradictions internes entre Hmm. des branches, des moments. Par exemple, le- la négociation de Trump avec l'Iran actuellement, là, ça représente quoi dans ce schéma? Est-ce que c'est la visibilité d'une divergence de fond entre des objectifs divergents dans le moment ou bien outre? Entre la bourse de Wall Ouais, Street et ouais, Trump, ouais, ça ouais. pourrait. Ça pourrait aussi être le symptôme du fait que Trump a tout simplement agi de manière parfaitement irrationnelle par rapport au détroit d'Ormuz et que il recule.
Je suis pas certaine qu'il recule sous la pression de Wall Street, si c'est ça votre question. Je suis pas Oui, certaine. c'était un peu Ça ça, pourrait, hein, ouais, aussi, ça ouais. pourrait. Ça pourrait être un symptôme d'une contradiction interne de l'Alliance, c'est vrai. Ce serait souhaitable que ce soit ça, oui. J'entends toutes vos questions et je les partage absolument. Je pense néanmoins que peut-être qu'on va toucher le fond de la piscine bientôt en 27, hein, mais que je pense que à l'heure actuelle, je le vois chaque année avec mes étudiants, en fait, il y a une soif d'agir, mais qui ne trouve pas à se déployer. Mais la soif d'agir, elle est là, hein. Mm. Et elle est là de manière grandissante. Donc, c'est à charge pour nous d'orienter tout cela. Mm. Et je dis nous collectivement, avec toutes les perspectives particulières qui vont pouvoir s'entrecroiser et former un tissu de résistance et peut-être très rapidement euh, parvenir à des propositions pour orienter les luttes communes. Donc, encore une fois, c'est pas un optimisme béat Mm. qui motive, mais dire, c'est précisément parce que la violence commence à s'exercer à l'intérieur et sous la peau. C'est-à-dire qu'on n'a plus le choix. Je crois que c'est ce que j'appelle un humanisme de survie peut émerger au moment où on touche le, le- ce qui fait la trame de la vie humaine, c'est-à-dire nos corps. Et ce moment-là, il est ici. Enfin, si on regarde les infos ce matin sur les prévisions météorologiques pour l'été, avec un phénomène super Niño, euh, c'est ça? Je me demande si je parle bien, mais euh, on en est à ce stade-là, concrètement. Donc, par ailleurs, les jeunes étudiants que j'ai chaque année n'ont qu'une envie, hein. C'est qu'on les aide à trouver un champ d'action dont ils sont éloignés, puisqu'ils sont canalisés dans d'autres choses, soit le champ pré-politique, on va dire, associatif, soit pire, hein, le nouveau monde de l'entreprise qui les assimile. Et c'est bien normal, c'est parce qu'ils veulent du boulot et qu'intégrer la pyramide proposée leur en offre. Donc on a à offrir, je crois, aux nouvelles générations et c'est ce que nous pouvons apporter puisque nous avons été formés politiquement plus qu'eux. Et on doit pouvoir offrir dans les années à venir une orientation, un champ d'action, quelque chose où déployer cette soif de faire sens, cette soif d'agir. Je crois que ça fait 1 heure et demie maintenant qu'on est parti, donc dans cette passionnante analyse que tu nous as fournie, donc je pense à être à l'unisson des participants de cette assemblée en te remerciant de la clarté de ton propos et puis de ce que tu nous as apporté pendant cette discussion. Donc je rappelle tes livres, hein, c'est Manufacture de l'homme apolitique et le pan-libéralisme aux éditions Le Bordelot. Et puis bah, on pourra regarder de nouveau sur Alternative Communiste ça. Voilà. Merci. Il y Ah, a un autre livre qui devrait arriver bientôt, c'est Le retour aux politiques. ah bah voilà. Voilà, bah c'est une très belle conclusion. Je te remercie beaucoup, hein, pour Merci à vous tous. notre nom à Au tous. revoir. Au revoir. Merci, oui. Au revoir. Ciao, Au ciao. revoir tout le monde.